D'une seule phrase, une fillette de 10 ans arrêta net une escroquerie de 250 millions d'euros. Dans un penthouse dominant Paris, un richissime cher s'apprêtait à signer un contrat d'250 millions d'euros. Ses conseillers se penchaient, éblouis par la promesse d'histoire et de fortune. Le document posé devant lui ressemblait à une relique sacrée, scellée et rédigée en ancien arabe. Mais, dans un coin de la pièce, presque invisible, se tenait une fillette de 10 ans. Eva, la fille de la domestique, serrant contre elle le vieux journal de son arrière-grand-père. Elle n'était jamais censée être remarquée. Pourtant, alors que le stylo du cher survolait le contrat, Eva vit ce que personne d'autre ne vit, le genre d'erreur qu'un véritable historien seul peut déceler. Et quand elle parla enfin, en arabe classique, parfaitement fluide, bien qu'elle fût française, la pièce entière se figea. C'est un faux. Ses petites mains connaissaient la texture des vieux livres, non celle de l'argenterie polie. Eva, 10 ans, se tenait calmement dans le coin, un fantôme dans une salle de géant. Sa mère lui avait dit de rester invisible, et elle faisait de son mieux. L'appartement terrasse semblait appartenir à un autre monde. Il planait au-dessus de Paris comme un château de verre dans les nuages. En bas, les rues fourmillaient de taxis parisiens et de vies pressées. L'air, ici, était immobile et sentait la cire au citron et le cuir précieux. La mère d'Eva, Hélène, se déplaçait dans la pièce avec une discrétion expérimentée. Elle remplissait les verres d'une eau en bouteille qui valait plus qu'une semaine de leur course. Son visage était un masque soigneux de service poli, mais Ava pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Les mains d'Hélène, d'ordinaire si sûres, tremblaient légèrement lorsqu'elle posait un sous-verre sur la table de marbre. Eva serrait contre elle un livre usé, relié de cuir. Ses pages étaient couvertes de l'élégante écriture de son arrière-grand-père. C'était son seul réconfort dans cet endroit de verre froid et d'escalier plus froid encore. Ses propres vêtements étaient simples, une robe bleue unie, propre, mais passée par d'innombrables lavages. Ses cheveux blonds étaient attachés par un simple ruban. Elle savait qu'elle n'avait pas sa place ici. Les autres personnes présentes s'en assuraient. C'étaient des hommes en costume impeccable qui coûtaient plus qu'une voiture. Leurs chaussures brillaient, leurs montres étincelaient sous l'éclairage encastré. Ils parlaient d'un ton grave de chiffres comportant bien trop de zéros pour qu'Eva puisse les compter. Leur hôte était Chic Tariq Al-Jamil. C'était un homme plus âgé, à la barbe grise soigneusement taillée et aux yeux chargés d'une profonde tristesse. Il était assis dans un large fauteuil de cuir, contemplant la ligne d'horizon parisienne. Il n'avait pas souri une seule fois. Entouré de conseillers, il paraissait pourtant seul. Un homme qui imposait le respect, mais qui, aujourd'hui, semblait porter un lourd fardeau. La raison de la réunion entra bientôt. Il s'appelait M. Alistair Finch. Grand et bel homme aux cheveux d'argent et au sourire trop éclatant pour être vrai, il portait une mallette de cuir élégante et se déplaçait comme s'il possédait l'air même de la pièce. Il salua le cher d'une voix profonde et assurée. « Tard, mon ami, » dit M. Finch d'une voix douce comme la soie. « Je fais confiance aux préparatifs. » Il fit un geste vague vers Hélène sans la regarder. Et les distractions ont été réduites au minimum. Le dos d'Hélène se raidit. Elle hocha légèrement la tête et s'avança pour prendre le manteau de M. Finch. Eva se pressa davantage dans le coin, souhaitant que les ombres l'engloutissent. Le regard du cher se posa un instant sur Eva. Il n'y avait aucune dureté dans ses yeux, seulement une profonde lassitude. Il semblait trop fatigué pour corriger l'impolitesse de ses invités. « Tout est prêt, Alistair, » dit le cher d'une voix grave. Passons à la suite. Les hommes se rassemblèrent autour d'une massive table en acajou.
Hélène poursuivit son travail silencieux, versant le café, ses gestes efficaces et discrets. Eva observait sa mère, le cœur serré. Hélène travaillait à 2 emplois depuis la mort du père d'Eva. Ses mains étaient gercées, son visage souvent marqué par la fatigue. Elle endurait les regards condescendants et les tons méprisants d'hommes comme Monsieur Finch afin qu'Eva puisse espérer une vie meilleure. L'un des autres hommes à la table, un jeune associé de Monsieur Finch, ricana. Il se pencha vers son collègue et murmura assez fort pour qu'Eva l'entende. « Tu peux y croire? Amener un enfant dans un endroit pareil. Certains n'ont vraiment aucun sens de la bienséance. » Son ami acquiesça en souriant. Probablement qu'il ne pouvait pas se payer une baby-sitter. C'est une honte de laisser entrer n'importe qui de nos jours. Ces mots étaient comme de petites pierres acérées. Les joues d'Ava s'embrasèrent de honte. Elle voulut courir se cacher dans le tablier de sa mère, mais elle resta immobile. Elle se souvint des paroles de son arrière-grand-père qu'elle avait lues dans son journal ce matin-là. « La dignité est une forteresse, petite étoile. Ne laisse pas les paroles des petits hommes en franchir les murs. » Alors elle se redressa, le menton haut, les doigts caressant les lettres d'or fanées de son livre. La réunion commença. Monsieur Finch ouvrit sa mallette avec ostentation. Il parla d'investissement, d'occasions historiques, de profits qui résonneraient pendant des générations. Sa voix était envoûtante. Il peignait des images avec ses mots. Des sables du désert se changeant en or. Des terres anciennes livrant de nouveaux trésors. Les hommes autour de la table se penchèrent, les yeux brillants de cupidité. Même le cher fatigué sembla se redresser, une lueur d'espoir dans le regard. Puis vint le point central de la présentation. Monsieur Finch sortit un long étui cylindrique. Il le manipula avec un soin extrême, comme s'il contenait une relique sacrée. « Messieurs, dit-il, d'une voix soudain abaissée, dramatique, la clé de notre avenir commun. » Il ouvrit l'étui et, en portant des gants blancs, déroula une longue feuille de parchemin jauni. Elle était couverte d'une superbe calligraphie arabe complexe. Au bas figurait un lourd sceau de cire, d'un rouge profond, contrastant avec le document ancien. « L'acte de propriété original », annonça M. Finch, octroyé par les ancêtres de notre estimé hôte, Chictar. Il accorde la propriété incontestée de l'oasis d'Alor et de tous les droits miniers qui s'y trouvent, une ressource inexploitée d'une valeur, en toute prudence, de 250 millions d'euros. Un souffle d'étonnement parcourut la pièce. Les hommes contemplèrent le document avec révérence. Le cher se pencha en avant, les yeux fixés sur le parchemin. C'était un fragment de l'histoire de sa famille, un lien avec son passé et une promesse pour son avenir. Hélène débarrassait des tasses de café vides sur une table d'appoint près d'Ava. En passant, l'un des investisseurs, un homme portant une grosse bague voyante, agita la main d'un geste méprisant. « Faites attention, femme, ce document vaut plus que toute votre vie. » Hélène sursauta comme si elle avait reçu un coup. Elle hocha rapidement la tête, le visage pâle, et se retira vers la cuisine. Eva la suivit des yeux, une colère brûlante montant dans sa petite poitrine. Elle regarda de nouveau la table, les hommes arrogants, le sourire de M. Finch. Puis elle observa le document de l'autre côté de la pièce. Ce n'était qu'un vieux morceau de papier, mais quelque chose clochait. Eva avait passé des centaines d'heures à étudier les livres et journaux de son arrière-grand-père. Historien, linguiste, amoureux du passé, il lui avait appris à voir les histoires que les objets racontent. Il lui avait parlé du papier et de l'encre, des écritures et des sceaux. Ses yeux se plissèrent. Le parchemin était trop parfait, trop uniforme dans son jaunissement. Le véritable vélin ancien présentait des imperfections, des zones plus fines où la peau avait été grattée.
L'encre, même à distance, paraissait trop noire, trop nette. L'ancienne encre au gallo-fer s'atténue en brun doux et ronge souvent le papier au fil des siècles, laissant un halo. Cette encre-là restait simplement en surface. Et le sceau, quelque chose n'allait pas. Le Cher tendait la main vers un stylo, un modèle plaqué or très coûteux. Le contrat était à côté de l'acte, attendant sa signature. Des millions d'euros allaient changer de main sur la foi de ce parchemin. Un nœud de crainte se serra dans le ventre d'Eva. Ils étaient tous dupés. Le sourire de M. Finch était celui d'un prédateur qui a acculé sa proie. Hélène revint avec une cafetière fumante. Elle s'avança vers la table, ses pas hésitants. Elle savait que c'était le moment critique. Tous retenaient leur souffle. Le seul son était le léger crissement de la plume du Cher, suspendue au-dessus du papier. Eva devait agir. Mais comment? Elle n'était qu'une enfant, la fille de la domestique. On l'avait déjà écartée, insultée, rabaissée, qui l'écouterait? Elle fit un petit pas hors de son coin, puis un autre. Son cœur battait à tout rompre. Elle pensa au visage fatigué de sa mère. Elle pensa aux leçons de son arrière-grand-père. La vérité a une voix calme, mais c'est le son le plus fort dans une pièce pleine de mensonges. Elle ouvrit la bouche, mais seul un petit couinement en sortit. Personne n'entendit. La plume du Cher toucha le papier. Dans un moment de pure panique, la main d'Eva, celle qui ne serrait pas le livre, heurta une petite table d'appoint. Un seul verre d'eau vide y reposait. Il vacilla, hésita une seconde terrifiante, puis s'écrasa sur le sol de marbre. Le bruit brisa le silence, tendu comme un coup de feu. Toutes les têtes se tournèrent d'un coup vers elle. La plume du Cher se souleva du contrat. Le visage de M. Finch, qui affichait un masque de triomphe, se tordit en un rictus de fureur. « Que signifie ceci ?» demanda-t-il, sa voix claquant comme un fouet. Il lança un regard furieux à Hélène. « Contrôlez votre enfant. Ceci est une maison d'affaires, pas un terrain de jeu. » Hélène se précipita, le visage blême de peur et d'embarras. « Je suis tellement désolée, monsieur. Vraiment désolée. Eva, va tout de suite à la cuisine. » Les autres investisseurs murmuraient, secouant la tête avec dégoût. « Incroyable! Quelle audace! Sortez-la d'ici. » Eva regarda le visage paniqué de sa mère, le cercle d'hommes puissants et en colère. Elle vit le Cher, l'expression impassible, la main toujours au-dessus du contrat. Elle vit M. Finch, les yeux fixés sur elle avec une haine pure. Elle sut qu'elle n'avait qu'une seule chance, un unique instant avant qu'on ne la chasse. Elle prit une profonde inspiration. Elle ne regarda pas sa mère. Elle regarda directement Cheikh Tariq Al-Jamil. Puis, d'une voix étonnamment claire et ferme, elle parla. Elle ne parla pas en anglais. Elle parla dans le magnifique arabe classique que son arrière-grand-père lui avait appris, la langue des érudits et des poètes, qu'elle maîtrisait couramment, bien qu'elle fût française. Les mots flottèrent dans le silence climatisé du penthouse. C'est un faux. La pièce devint totalement, profondément silencieuse. Les investisseurs fixaient à la fillette, la bouche bée. Ils ne comprenaient pas les mots, mais ils en saisirent le ton. Une certitude absolue. La mâchoire de M. Finch se décrocha. Une lueur de pur effroi traversa ses yeux avant qu'il ne puisse la masquer. Hélène se figea, la main à mi-chemin vers l'épaule d'Eva. Elle fixait sa fille, comme si elle ne la reconnaissait plus. Elle n'avait aucune idée qu'Eva savait un mot d'arabe, mais Cheikh Tariq, lui, comprenait. Sa tête, penchée sur le contrat, se releva lentement. Ses yeux sombres et fatigués s'écarquillèrent, d'abord d'incrédulité, puis d'une attention intense.
Il fixait la petite fille blonde à la robe bleue délavée comme s'il la voyait pour la première fois. Le silence s'étira, épais et lourd. Tout l'accord de 250 millions d'euros resta suspendu dans l'air, retenu par les mots calmes et impossibles d'une fillette de 10 ans. Le Cher posa lentement son stylo. Il ne regarda ni M. Finch ni ses conseillers. Il ne regarda qu'Eva. « Qu'as-tu dit » demanda-t-il, la voix basse, dangereuse. Il parlait en anglais, mais ses yeux exigeaient une autre réponse. M. Finch retrouva enfin la parole. Il laissa échapper un court rire forcé qui ressemblait plus à un aboiement. Un tour de passe-passe qu'elle a dû apprendre. Ne sois pas absurde, Tar. C'est une enfant. Que peut-elle savoir? Il fit un geste de la main pour la balayer. Hélène, emmenez votre fille et partez. Vous êtes congédiée. Hélène tendit la main vers Ava, tout son corps tremblant. Eva, allons-y, s'il te plaît. C'était une catastrophe. Elles allaient être renvoyées. Elles se retrouveraient sans toi. Tout cela parce qu'Eva avait parlé hors de propos. Mais Ava ne bougea pas. Elle resta ferme, les petites épaules droites. Elle soutint le regard du Cher et parla de nouveau, cette fois en anglais, la voix inébranlable. J'ai dit, c'est un faux. Elle pointa un petit doigt assuré vers le document sur la table. Tout ça est un mensonge. La confiance dans sa voix était stupéfiante. Ce n'était pas la pétulance d'un enfant, mais la conviction d'une experte. La salle se divisa. D'un côté, M. Finch s'étranglait de fureur et ses investisseurs semblaient confus et agacés. De l'autre, le Cher, silencieux et calculateur. Et au milieu, Eva, minuscule îlot de défi. C'est scandaleux, tonna M. Finch le visage rouge. Allez-vous laisser la gamine d'une domestique faire échouer l'affaire du siècle sur la base d'un fantasme d'enfant? Tar a signé un contrat. Mettons fin à ces absurdités. Le Cher l'ignora. Ses yeux restaient fixés sur Ava. Il vit le livre usé qu'elle serrait. Il vit l'absence de peur dans ses yeux. Il vit quelque chose qui le fit hésiter. Dans son monde de tromperie et de flatterie, une honnêteté brute, sans peur, était une denrée rare et précieuse. « Prouve-le », dit doucement le Cher. Les deux mots tombèrent dans la pièce avec le poids d'un coup de marteau de juge. La tirade furieuse de M. Finch s'éteignit dans sa gorge. Il regarda le Cher avec incrédulité. L'affaire prouvée, elle a 10 ans. Elle a lancé une accusation dans ma maison qui remet en cause non seulement mon honneur, mais aussi mon intelligence, répliqua le Cher, sa voix devenant plus froide. Elle aura l'occasion de s'expliquer. Amenez l'enfant ici. L'un des conseillers du Cher, un homme à l'air sévère nommé Karim, s'avança. Il regarda tour à tour le Cher et Ava avec une expression partagée. Il hésita, puis fit un léger signe de tête. Hélène semblait sur le point de s'évanouir. C'était un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Sa fille allait être humiliée et elles allaient tout perdre. Eva, pourtant, avança. Elle ne courut pas, elle n'hésita pas. Elle marcha avec une étrange détermination calme. Ses chaussures usées ne faisaient aucun bruit sur le tapis perçant épais. Elle s'arrêta au bord de la massive table en acajou, si petite que son menton dépassait à peine la surface polie. Le groupe d'hommes puissants la dévisageait. Pour eux, elle était un insecte, une anomalie, une impossibilité. « La parole est à toi, petite », dit le Cher, sa voix chargée d'une lourde ironie. « dis-nous à tous comment toi, une enfant, surpasse mon équipe d'experts et de conseillers. Explique ce mensonge. » Eva inspira, l'odeur de parfum coûteux et de vieux papier emplissant ses poumons.
Elle posa le journal de son arrière-grand-père sur le bord de la table. Puis elle regarda l'acte. « On n'a pas besoin d'être vieux pour voir la vérité, » commença-t-elle, la voix faible mais claire. « Il suffit de savoir où regarder. » Elle désigna le parchemin. Le véritable vélin de cette époque, du XVIIe siècle, était fabriqué à partir de peau de veau. Il était gratté à la main. Il serait irrégulier. Si vous le tenez à la lumière, elle tourna son regard vers Karim, le conseiller. Vous verriez des ondes plus fines, peut-être même quelques petits trous dus au processus de grattage. Ce papier est fabriqué à la machine. Il est trop parfait. Il a probablement été vieilli avec du thé ou des produits chimiques pour paraître ancien. Monsieur Finch laissa échapper un autre rire moqueur. Ridicule. Elle a lu trop de contes de fées. Ava l'ignora, son attention absolue. Elle montra la magnifique écriture fluide. Et l'encre, continua-t-elle. L'encre est fausse. Pendant des siècles, on utilisait l'encre au gallo-fer. Quand elle vieillit, elle ne se contente pas de pâlir. L'acide qu'elle contient ronge le papier. Il se forme une teinte brune, une sorte de brûlure autour des lettres. Celle-ci est une encre moderne, à base de carbone. Elle reste simplement en surface. Il n'y a pas de corrosion. C'est plat. Un murmure parcourut la pièce. Les investisseurs ne regardaient plus Eva avec simple irritation. Un doute venait de germer. Karim, le conseiller, se pencha vers le document, le front plissé de concentration. « Théorie impressionnante, petite fille », dit M. Finch, la voix dégoulinante de sarcasme. « Tu as appris ça en cours d'art plastique ?» Eva tourna enfin ses yeux bleus limpides vers lui. « Je l'ai appris de mon arrière-grand-père », dit-elle simplement. Il s'appelait Sergent Michel Peterson. Il a combattu pendant la guerre, pas seulement avec une arme. Il faisait partie d'une unité spéciale. Ils ont sauvé des œuvres d'art et de vieux documents. C'était un héros. Il connaissait l'histoire mieux que quiconque. Elle tapota le journal. Il a tout consigné. Il m'a tout appris. La posture du cher changea. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, son scepticisme se dissolvant peu à peu, remplacé par une curiosité brûlante. « Mais ce n'est pas la plus grosse erreur, » dit Ava, la voix baissant légèrement, attirant tous les regards. Elle désigna le magnifique sceau de cire cramoisi au bas du document. La plus grosse erreur est juste là. Tous les yeux se tournèrent vers le sceau. Il était orné, portant le blason de la famille Al-Jil et une ligne d'écriture koufique, une forme ancienne et anguleuse de l'arabe. « Qu'a le sceau ?» demanda Karim, la voix aiguë d'intérêt. « L'écriture, » répondit Ava. « Elle est belle, mais elle est fausse. Le calligraphe a utilisé un point pour la lettre FA. Au XVIIe siècle, dans cette région, l'écriture koufique utilisée pour un tel sceau n'aurait pas utilisé de point. On employait une petite forme en V inversée au-dessus du caractère. Le point n'a été normalisé dans cette calligraphie qu'à la fin du XVIIIe siècle, presque 100 ans après la date supposée de ce document. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots emplir la pièce silencieuse. Celui qui a fabriqué ceci était doué, conclut-elle d'une voix douce, mais dévastatrice. Mais il a commis une erreur. Il a mal daté le point. Silence. Un silence profond, terrible, emplit le penthouse. Le visage de M. Finch passa du rouge à un blanc maladif. Il regarda le document, puis Eva, la bouche s'ouvrant et se refermant sans qu'aucun son n'en sorte. Les investisseurs se regardaient, leur avidité se transformant en panique. Le cher se renversa dans son fauteuil. Il fixait l'acte posé sur la table, celui qu'il avait été à 2 doigts de valider, le fondement d'un accord de 250 millions d'euros. Et il le voyait non comme un lien avec son histoire, mais comme une contrefaçon habile et bon marché.
Il avait été aveuglé par l'espoir, si désireux de retrouver une part de son héritage qu'il avait failli se faire berner par un escroc, et il avait été sauvé par une enfant. Il tourna enfin son regard vers M. Finch. La lassitude avait disparu de ses yeux, remplacée par un feu froid et dur. C'était le regard d'un roi qui vient de découvrir un traître dans sa cour. « Karim, » dit le cher, la voix dangereusement calme, « apporte-moi mes lunettes et une loupe. » Puis il se tourna vers deux des grands gardes silencieux postés près de la porte. « Assurez-vous que M. Finch et ses associés ne quittent pas la pièce. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. » L'air du Pentouse, autrefois saturé de cupidité, était désormais figé de tension. M. Finch se tenait là comme pétrifié, son beau visage figé dans l'incrédulité. Le sang avait quitté ses joues, ne laissant qu'une pâleur cireuse. Ses associés, qui brûlaient d'envie de porter un toast à leur fortune imminente, le regardaient à présent avec suspicion, leurs murmures passant de l'admiration à l'accusation. Ils remuèrent les pieds, évitant son regard, leurs coûteux costumes semblant soudain les habits d'une pièce de théâtre qui avait terriblement mal tourné. Hélène restait près de la porte, la main couvrant sa bouche. Sa peur pour son emploi avait été remplacée par un vertige, mêlant stupeur, et un sentiment qu'elle ne s'était pas autorisé depuis très longtemps, la fierté. Elle regardait sa fille, cette petite fille tranquille qui venait d'affronter une salle d'hommes puissants, et elle ne voyait plus une enfant, mais un héritage. Elle voyait son propre grand-père, Mitchell Patterson, un homme doux et bon, mais doté d'une volonté de fer et d'un dévouement inébranlable à la vérité. Hélène avait cru que ces jours, ces histoires, n'étaient qu'une partie silencieuse du passé familial. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il ressurgirait avec une telle force dans le Pentouse d'un milliardaire. Karim, le conseiller du Cher, revint avec une paire de lunettes à monture dorée délicate et une lourde loupe en laiton. Il les déposa sur la table devant le Cher avec la révérence d'un greffier présentant une preuve au tribunal. Le Cher prit les lunettes et les ajusta sur son nez. Il saisit la loupe, dont la lentille accrocha la lumière, et se pencha sur l'acte frauduleux. La pièce était si silencieuse que le léger frottement du laiton de la loupe sur la table en acajou résonna comme un rugissement. Il examina d'abord le parchemin, exactement comme Eva l'avait décrit. Il passa un doigt ganté sur la surface. Son expression resta neutre, mais un muscle de sa mâchoire se contracta. Il déplaça la loupe vers la calligraphie, suivant les lignes d'encre. Puis il passa un long moment sur le sceau. Ses yeux sombres se plissèrent d'une intense concentration. N.S.M. Finch craqua enfin. « C'est absurde, » balbutia-t-il d'une voix mince et nerveuse. « Une mascarade, Tariq. Vous ne pouvez pas sérieusement prendre la parole d'une petite fille contre un document vérifié par mes experts. » Le Cher ne leva pas les yeux. Il poursuivit son examen, son silence plus accablant que n'importe quelle accusation. « Mes experts sont les meilleurs au monde, » insista Finch, la voix plus forte, plus désespérée. « Ils ont authentifié des artefacts pour des musées, pour des maisons de vente. C'est un affront pour eux, un affront pour moi. » L'un de ses partenaires, un homme corpulent nommé Georges, recula. « Tes experts, Alistair, » dit Georges d'une voix basse et glaciale. « C'est toi qui as trouvé ce document. Tu nous l'as présenté, tu t'es porté garant de son authenticité. » L'accusation implicite flotta dans l'air. Les autres investisseurs se déplacèrent, créant un espace visible autour de Finch, l'isolant. Le Cher se redressa enfin. Il retira les lunettes et les posa avec soin sur la table. Il regarda Karim. « Contacte le professeur Alahim, » ordonna-t-il, le directeur du département des antiquités de l'université. « Dis-lui que j'ai besoin de son aide immédiate. Utilise la liaison vidéo sécurisée. »
Karim acquiesça et quitta rapidement, silencieusement la pièce. Le cher reporta alors toute son attention sur Eva. La dureté de son regard s'adoucit lorsqu'il la contempla. Il la vit debout, petite mais intrépide, serrant contre elle le journal de son arrière-grand-père comme un bouclier. « Tu as dit qu'il était sergent », dit le cher, la voix à présent calme, presque conversationnelle. « Sergent Michel Patterson, parle-moi de lui. » Le visage d'Eva s'illumina. Parler de son arrière-grand-père était ce qu'elle préférait au monde. Il était incroyable, dit-elle. Il a grandi dans une petite ville, mais il aimait les livres plus que tout. Quand la guerre a commencé, il s'est engagé. Mais ils ont découvert à quel point il connaissait l'art, l'histoire et les langues. Alors, ils l'ont intégré à un groupe spécial. Les Monument Men, dit le cher, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Eva hocha la tête avec enthousiasme. C'est ainsi qu'on les appelait. Il a parcouru toute l'Europe. Il a retrouvé des peintures et des statues que les méchants avaient volées. Il les a sauvées. Il disait qu'il était un soldat de l'histoire. Il disait que sauver un fragment du passé revenait à sauver un fragment du futur. Ces mots, simples et sincères, résonnèrent dans la pièce silencieuse. Les investisseurs, jusque-là concentrés sur leurs pertes potentielles, regardèrent la fillette avec une curiosité nouvelle. Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux et les essuya rapidement. Après la guerre, poursuivit Eva, il est devenu professeur, mais il n'a jamais cessé d'apprendre. Il a voyagé partout. Il a appris à lire tant de vieilles langues. Il disait qu'on ne pouvait pas se fier à une traduction, qu'il fallait lire les mots tels que l'auteur les avait écrits. Il m'a tout enseigné. Elle tapota le journal. Tout est là-dedans. Ses notes, ses dessins. Il m'a appris à déceler un faux. Il disait, la plupart des faussaires sont habiles, mais aussi arrogants. Ils ratent toujours un petit détail. Une minuscule chose qui les trahit. La date du point. Le cher murmura, en jetant un regard au seau sur le parchemin. C'était un détail si minuscule, si insignifiant. Un point. Un minuscule point qui venait de lui éviter une erreur de 250 millions d'euros. M. Finch observait cet échange, le visage traversé par une tempête d'émotions contradictoires. Il voyait son plan, si méticuleusement conçu, se défaire fil après fil. Et tout cela à cause de l'histoire d'une enfant, parlant de son arrière-grand-père disparu. L'injustice de la situation le rendait fou. Touchantes ces histoires, ricana Finch, tentant de reprendre le contrôle. Mais ce ne sont que des histoires. Nous parlons d'un document légalement contraignant. Nous parlons de commerce, pas de contes d'avant-guerre. Le cher leva la main, le faisant taire sans même le regarder. « Nous parlons de vérité, Monsieur Finch », dit-il d'une voix dangereusement douce. « Un concept qui semble vous être étranger. » À ce moment, Karim rentra dans la pièce. Il était suivi d'un autre homme du cher qui roulait un grand écran de télévision. Karim tenait un ordinateur portable. « Professeur Al-Fahim est en ligne, Excellence », annonça-t-il. L'écran s'alluma. Le visage d'un homme âgé, savant, à la barbe blanche et aux yeux bienveillants et intelligents apparut. Il se trouvait dans une bibliothèque entourée d'étagères chargées de vieux livres. « Tard, mon ami », dit le professeur d'une voix chaleureuse mais professionnelle. « Il est tard. J'imagine que c'est une affaire de grande importance. »« C'est bien le cas, Omar, » répondit le cher. Il fit signe à Karim de placer la caméra de l'ordinateur au-dessus du document. « J'ai besoin de tes yeux sur quelque chose. » Grâce à la caméra haute résolution, Karim fit lentement défiler l'image sur le parchemin, zooma sur l'écriture, puis, sur instruction du cher, resserra le cadre sur le sceau cramoisi. Sur le grand écran, les détails décrits par Eva apparurent, agrandis pour que tous puissent les voir. La texture trop parfaite du papier,
la surface plane de l'encre moderne, le sceau. Le professeur Al-Fahim, à l'écran, se pencha vers sa propre caméra, le front plissé. Il resta silencieux un long moment, caressant pensivement sa barbe. « Eh bien, Omar, » incita le cher. Le professeur poussa un soupir, doux et las. « Tard, où as-tu trouvé ça ?»« C'est une question que j'examinerai en détail très bientôt, » répondit le cher, jetant un bref regard à Alistair Finch en sueur. « D'abord, dis-moi ce que tu vois. » « Je vois une contrefaçon très compétente, très ambitieuse, » déclara le professeur d'une voix posée. « L'artiste est habile, je le lui concède. La calligraphie est une belle imitation du style Diwanni de l'époque. Mais cela reste une imitation, et une imitation imparfaite. « Parle-moi des défauts, » demanda le cher, le regard fixé sur M. Finch. « L'encre, bien sûr, est le plus évident, » expliqua le professeur sur un ton de conférencier. « Comme vous le savez, l'encre au gallo-fer s'oxyde avec le temps. Elle brûle le papier. Ici, il s'agit d'une encre moderne, au pigment. Mais l'erreur la plus grossière est dans le sceau. » Il fit un geste vers l'écran. « Karim, peux-tu zoomer sur l'inscription koufik au bas du blason ?» La caméra se rapprocha encore, l'image agrandie jusqu'à la taille d'une assiette. Le point sur la lettre FA était désormais criant. « Ce point, » dit le professeur Al-Fahim en secouant la tête, « est une erreur courante chez les faussaires, qui ne sont pas de vrais linguistes historiques. Ce signe diacritique, le point ou nuka, n'était pas utilisé dans l'écriture koufik officielle sur les sceaux de la région de votre famille avant la fin du XVIIIe siècle, probablement après les réformes influencées par la cour ottomane. Dans les années 1680, période revendiquée par ce document, le caractère serait resté sans point ou aurait utilisé un autre signe phonétique. C'est un anachronisme, minime mais définitif, comme trouver une fermeture éclair sur une armure médiévale. Il fit une pause, puis ajouta « Qui que soit l'auteur de ce document, mon ami, c'est un bon artiste, mais un piètre historien. C'est sans aucun doute un faux. » Le dernier mot du professeur résonna dans la pièce. Faux. Ce mot fut une sentence de mort pour l'accord. M. Finch laissa échapper un étrange bruit étranglé, un son de défaite totale. Les autres investisseurs reculèrent comme s'il était contagieux. L'un d'eux chuchotait déjà furieusement dans son téléphone, probablement à son avocat. Le cher mit fin à l'appel vidéo d'un signe de tête à Karim. Il resta un moment silencieux, submergé par l'ampleur de la situation. La trahison, la perte financière presque catastrophique, l'humiliation qu'il venait d'éviter de justesse. Il observa le cercle d'hommes cupides et insensés avec lesquels il avait failli s'associer. Il regarda l'escroc pâle et tremblant qui avait orchestré toute la supercherie. Puis son regard se posa sur Eva. Elle se tenait près de la table, le visage sérieux, la main posée sur le journal de son arrière-grand-père. Elle n'avait pas jubilé. Elle n'avait pas dit « je vous l'avais bien dit ». Elle avait simplement énoncé la vérité et s'y tenait, petit pilier inébranlable d'intégrité dans une pièce bâtie sur des mensonges. Le cher se leva lentement de sa chaise. C'était un homme grand et sa présence emplit la pièce. Les autres hommes se turent en le regardant. Il fit le tour de la table, ses pas mesurés et délibérés. Il ignora Alistair Finch. Il passa devant les investisseurs paniqués. Il s'arrêta directement devant Eva. Hélène retint son souffle. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Un renvoi, un remerciement, une poignée d'argent pour les faire partir. Le cher baissa les yeux vers Ava, ses sombres yeux scrutant son visage. Puis il fit quelque chose qui stupéfia toute la salle. Il s'inclina. Ce n'était pas un simple hochement de tête. C'était une profonde révérence formelle, un geste de respect profond d'un homme puissant envers une fillette de 10 ans en robe bleue délavée. « Dans ma vie,
dit Cheikh Tariq Al-Jamil, sa voix résonnant d'une émotion nouvelle et profonde. J'ai été entouré de conseillers, d'experts et d'hommes de grande richesse. Aujourd'hui, mon honneur et ma fortune n'ont été sauvés par aucun d'eux. Ils l'ont été par une petite fille au regard clair et au grand-père héroïque. Il se redressa et regarda Hélène. Le masque poli de l'employeur avait disparu. Il la considéra avec une gratitude et un respect sincères. « Votre fille, madame, est une personne extraordinaire. Vous devez être très fière. » Hélène ne put qu'acquiescer, la gorge serrée par l'émotion. Le Cheikh se tourna ensuite vers Karim, la voix redevenue posée. « Karim, veuillez escorter M. Finch et ses collègues jusqu'à la bibliothèque. Offrez-leur des rafraîchissements et que mon équipe de sécurité veille à ce qu'ils ne quittent pas l'étage. Mes avocats seront ici dans 20 minutes. » Finch ouvrit la bouche pour protester, mais un seul regard du Cheikh le réduisit au silence. La partie était terminée. Il avait perdu. Vaincu et humilié, lui et ses anciens partenaires furent conduits hors de la pièce comme des prisonniers. L'air sembla aussitôt plus pur, plus léger. Le grand salon du Penthouse était désormais vide, hormis le Cheikh, Eva et Hélène. Les actes frauduleux reposaient encore sur la table, témoignage du désastre évité. Le Cheikh désigna les canapés confortables. « Asseyez-vous, » dit-il à Hélène et Ava. « Vous n'êtes plus le personnel ici. Vous êtes mes invités d'honneur. » Hésitantes, Hélène et Ava s'assirent au bord d'un sofa crème qui valait probablement plus cher que leur voiture. Le Cheikh prit place en face d'elle, non dans son imposant fauteuil de cuir, mais dans un siège plus modeste, se rapprochant d'elle et créant une atmosphère d'intimité. « Je vous dois une dette que je ne pourrai jamais vraiment rembourser, » dit-il en regardant Eva. « Mais je dois essayer. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Tout ce que tu désires, un cadeau, une récompense. » Il pensait bien sûr à de l'argent, à un fonds en fiducie, à une bourse d'études. Il pouvait assurer l'avenir d'Eva et de sa mère pour le reste de leur vie. C'était le moyen le plus simple et le plus évident d'exprimer sa gratitude. Eva regarda sa mère, puis le Cheikh. Elle réfléchit un instant. Elle ne pensait ni aux jouets ni à l'argent. Elle pensait à quelque chose de tout à fait différent. « Votre famille est très ancienne, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Le Cheikh hocha la tête, intrigué. « Depuis de nombreux siècles, oui. »« Avez-vous une bibliothèque ?» demanda Ava, les yeux brillants d'excitation. « Une vraie, avec de très vieux livres ?» La question était si inattendue, si pure, que le Cheikh en fut momentanément surpris. Puis un véritable sourire chaleureux illumina son visage pour la première fois de la journée. Ce sourire transforma ses traits fatigués, le rendant plus jeune, plus heureux. « Oui, petite, » dit-il en riant doucement. « J'ai une bibliothèque, une vraie, avec des livres très, très anciens. » Il se pencha en avant, une lueur complice dans le regard. « Certains d'entre eux, » chuchota-t-il, « sont même plus anciens que ton arrière-grand-père. » Le souffle de ravissement d'Eva fut la chose la plus honnête et la plus précieuse que le Cheikh ait entendue de toute la journée. Cela valait pour lui bien plus que tout l'argent qu'Alistair Finch avait tenté de voler. À cet instant, il comprit que la récompense que désirait cet enfant n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter, mais quelque chose qu'il pouvait partager. La connaissance, l'histoire, les mêmes trésors que son arrière-grand-père lui avait appris à chérir. C'était une dette d'honneur qui se paierait, non pas avec de l'or, mais avec le froissement des pages anciennes. Le Cheikh les mena non pas vers une autre partie du Penthouse, mais vers un ascenseur privé qu'Eva n'avait pas remarqué, dissimulé derrière un panneau qui semblait faire partie intégrante de la décoration. Les portes s'ouvrirent dans un léger chuintement.
révélant un intérieur de bois sombre, poli et de douces lumières dorées. Pendant la descente, un bourdonnement feutré remplaça le bruit lointain de la ville. On aurait dit qu'ils quittèrent le monde moderne pour s'enfoncer dans quelque chose de plus ancien et de plus calme. « Mon appartement est pour les affaires », expliqua le cher, la voix adoucie dans l'espace confiné. « Pour les réunions avec des hommes comme Alistair Finch. Mais ma maison, ma bibliothèque, c'est pour l'âme. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur la plus magnifique pièce qu'Eva eût jamais vue. Ce n'était pas une simple pièce, c'était un sanctuaire. 2 étages de hauteur, tapissé du sol au plafond de livres, avec des étagères en bois sombre, débordant de volumes reliés de cuir, leur dos scintillant de feuilles d'or dans la lumière ambiante et chaude. Un escalier en colimaçon, forgé de fer sombre et orné, montait jusqu'à une galerie du second étage qui entourait la pièce entière. Au centre, sur un grand tapis persan finement tissé, plusieurs profonds fauteuils de cuir et de basses tables invitaient à la contemplation silencieuse. L'air sentait le vieux papier, le cuir et la cire d'abeille, un parfum qu'Eva associait au bureau de son arrière-grand-père, une odeur qui avait le goût du foyer. Eva resta figée sur le seuil, les yeux bleus écarquillés d'un émerveillement qui éclipsait tout ce qu'elle avait vu ce jour-là. Le château de verre du Penthouse avait été impressionnant, mais ceci était magique. C'était une chambre au trésor bien plus précieuse que celle que M. Finch avait tenté de vendre. Hélène, elle aussi, demeura sans voix. Elle avait passé sa vie à nettoyer les espaces stériles et impersonnels des riches. Elle n'avait jamais été invitée au cœur d'un tel lieu, une pièce qui parlait non pas d'argent, mais de passion et d'histoire. Le cher observa Ava, un sourire jouant sur ses lèvres. La réaction de la fillette était la plus pure forme d'éloge que la salle eût jamais reçue. « Vas-y, » dit-il doucement. « Elle ne mord pas. » Eva fit un pas hésitant en avant, ses doigts effleurant doucement le dos du livre le plus proche. Elle pencha la tête pour en lire le titre, les lèvres bougeant en silence. Elle était en présence de la grandeur, de milliers d'histoires et de vies de savoir, et elle l'accueillait avec la révérence d'une véritable croyante. « C'est bien plus que tout ce que j'avais imaginé », murmura Ava, la voix emplie d'émerveillement. « Mon père a commencé cette collection », expliqua le cher en avançant lentement dans la pièce. « Et son père avant lui. J'y ai ajouté au fil des années. C'est mon unique, véritable indulgence. » Il désigna une grande vitrine de verre au centre de la salle. « Certaines des pièces les plus anciennes sont ici. » Eva et Hélène le suivirent. À l'intérieur, reposant sur un velours sombre, se trouvaient des artefacts anciens. Une tablette d'argile couverte d'écritures cunéiformes, un fragment d'un rouleau égyptien du livre des morts, et plusieurs manuscrits magnifiquement enluminés datant de l'âge d'or islamique. Eva contempla un Coran du Xe siècle, ses pages décorées d'or fin et de lapis lazuli. La calligraphie en était à couper le souffle. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « C'est l'œuvre d'un véritable artiste », répondit le cher, sa voix chargée de sens. Quelqu'un qui comprenait l'histoire, qui respectait les matériaux, pas un charlatan en quête de profit rapide. L'ombre de la trahison de Finch planait encore, mais ici, dans cette pièce, elle semblait perdre son pouvoir, écrasée par le poids de l'histoire authentique. Il se tourna vers Hélène. « Madame Peterson », dit-il, utilisant son nom avec un respect entièrement nouveau. « Votre fille possède un don remarquable, un don hérité, semble-t-il, d'un homme tout aussi remarquable. » Hélène retrouva sa voix, bien qu'elle fût encore voilée d'émotion. « Mon grand-père, c'était un homme discret. Il aimait ses livres. Je n'aurais jamais pensé. » Ses mots s'évanouirent. Elle regarda Ava,
qui suivait des yeux les lignes de la tablette cunéiforme, le front plissé de concentration. Comment avait-elle pu ne pas voir l'ampleur de l'héritage que son grand-père avait transmis à sa fille? Les hommes silencieux sont souvent ceux qui changent le monde, répondit le Cher. Ils ne font pas de bruit. Ils accomplissent simplement l'œuvre qui compte. Il marqua une pause, le regard pensif. Je pensais ce que j'ai dit là-haut. Je vous dois une dette, et je n'aime pas avoir des dettes. Il se dirigea vers un petit bureau élégant dans un coin de la bibliothèque et prit un carnet de chèques. C'était la solution d'un milliardaire. Une transaction simple. L'estomac d'Hélène se serra. Elle appréciait le geste, vraiment. L'argent changerait leur vie. Plus de soucis constants, plus de second emploi, plus de peur de tomber en retard. Mais d'une certaine façon, cela paraissait insuffisant, comme un simple paiement pour un service rendu. Et ce qu'Eva avait fait allait bien au-delà. Avant que le Cher n'écrive quoi que ce soit, la voix d'Eva attira de nouveau leur attention vers la vitrine. Celui-ci n'est pas authentique. Sa déclaration, si semblable à celle qui avait brisé l'accord plus tôt, suspendit l'air de la bibliothèque dans un silence dense. Le Cher se figea, son stylo en suspens au-dessus du chèque. Le cœur d'Hélène remonta dans sa gorge. « Oh, Ava, non. Pas maintenant. Ne tente pas le destin. » Le Cher reposa lentement le carnet et revint vers la vitrine. Son visage était impénétrable. « Qu'as-tu dit? » Eva désigna un petit poignard d'apparence simple, à la garde ornée de pierres précieuses, posé à côté d'une collection de pièces anciennes. « Celui-là, dit-elle, le poignard. Il n'est pas de la même époque que les pièces. » Le Cher fixa l'arme. Elle appartenait à sa famille depuis des générations, censée être la relique d'un lointain ancêtre, poète et guerrier du XIIe siècle. C'était l'un de ses objets les plus précieux. « Ce poignard est dans ma famille depuis 300 ans, dit-il d'une voix neutre. Il a été authentifié par le British Museum en 1958. Eva ne broncha pas. « Ils se sont trompés, dit-elle avec la même certitude tranquille qu'auparavant. Elle leva les yeux vers lui, son expression non pas arrogante mais aidante. C'est le travail du métal sur la garde, la filigrane. Ce style n'était pas utilisé dans cette région avant bien plus tard, probablement durant la période ottomane. Il paraît plus ancien parce que la lame est ancienne. La lame est vraiment du XIIe siècle, mais quelqu'un a sans doute trouvé la lame et ajouté la garde ouvragée au XVIe ou au XVIIe siècle pour la rendre plus précieuse. Elle baissa les yeux vers le journal de son arrière-grand-père qu'elle avait posé au bord de la vitrine et sembla rassembler son courage. Mon arrière-grand-père a écrit sur ce genre de choses. Il les appelait des mariages. Quand quelqu'un prend deux objets anciens et les assemble pour en faire un nouveau faux, c'est plus difficile à détecter qu'une contrefaçon complète, parce qu'une partie est authentique. Le Cher contempla le poignard, un objet qu'il avait chéri, une histoire à laquelle il avait cru toute sa vie. Il l'avait montré à des érudits, des historiens, des collectionneurs. Personne ne l'avait jamais mis en doute. Maintenant, cette fillette de 10 ans l'analysait avec la précision désinvolte d'un chirurgien maître. Il ressentit une douleur soudaine, non de la colère, mais autre chose, une sensation de mise à nu. Combien de ce qu'il croyait réel n'était en fait qu'une histoire soigneusement construite? L'acte de Finch était un mensonge. Ce poignard en était-il un aussi? Au lieu de se fâcher, il ressentit une étrange impression de libération. Eva ne faisait pas qu'exposer des faux. Elle révélait la vérité. Et la vérité, comprit-il, avait plus de valeur que n'importe quel artefact, n'importe quelle histoire, n'importe quelle somme d'argent. Il laissa échapper un long soupir. Puis, à la stupéfaction d'Hélène, il se mit à rire. Ce n'était pas un petit rire étouffé.
C'était un rire profond, franc et sonore, qui résonna dans l'immense bibliothèque, un son d'amusement authentique et libéré. En un seul après-midi, dit le cher en essuyant une larme de joie au coin de son œil, tu m'as fait perdre 250 millions d'euros dans une affaire frauduleuse, et tu as brisé l'un des mythes familiaux auxquels je tenais le plus. Toi, petite fille, tu es l'invitée la plus chère et la plus précieuse que j'ai jamais eue. Il passa du visage sérieux d'Eva à celui effrayé d'Hélène, et son rire se transforma en un sourire chaleureux. Ne vous inquiétez pas, Madame Peterson. Votre fille n'a aucun problème. Elle est une révélation. Il se tourna vers son bureau, mais ne prit pas le carnet de chèques. Il le repoussa sur le côté. L'idée de simplement leur donner de l'argent paraissait désormais grossière, presque insultante. C'était ce qu'aurait fait Alistair Finch. Le langage des transactions, pas celui de la gratitude. Eva méritait plus. Son don méritait plus. « J'ai une proposition pour vous, » dit-il, le ton passant de l'amusement au sérieux. « Pour vous deux. » Il regarda Hélène. « Je voudrais vous offrir un poste, pas comme femme de ménage. J'ai besoin d'une conservatrice pour cette collection. Quelqu'un pour la gérer, la rechercher, en prendre soin. Mais je ne veux pas d'une universitaire traditionnelle. Je veux quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui comprend la valeur de la vérité. » Il marqua une pause. « Je crois que cette personne, c'est vous. Vous avez élevé cet enfant remarquable. Vous portez l'héritage du sergent Michel Peterson. Je vous verserai un salaire généreux et je vous fournirai un logement ici, dans l'immeuble. » Hélène était si stupéfaite qu'elle ne pouvait parler. Une conservatrice, un logement, c'était un monde loin des sols à récurer et des loyers à craindre. Une vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Puis le cher se tourna vers Ava. « Et pour toi, jeune demoiselle, mon offre est différente. Je ne veux pas te donner une récompense. Je veux te donner une responsabilité. » Il balaya la vaste bibliothèque d'un geste. « Voici ta salle de classe et ton terrain de jeu. Je veux que tu étudies chaque livre, chaque artefact de cette collection. Je veux que tu trouves les mariages, que tu débusques les faux. Je veux que tu m'aides à séparer la vérité du mensonge. » Ses yeux brillaient d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion. « Nous allons bâtir une nouvelle collection, fondée non pas sur le sentiment ou les histoires, mais sur la vérité vérifiable. Nous créerons une fondation, au nom de ton arrière-grand-père, la Fondation Sergent Michel Peterson pour l'intégrité historique. Elle financera la recherche, révélera les contrefaçons et apprendra aux autres à voir le monde avec tes yeux. » Il se pencha en avant, la voix chargée d'une énergie sincère et captivante. « Je te donnerai toutes les ressources dont tu as besoin. Des tuteurs, l'accès aux experts, des voyages quand tu seras plus grande. En échange, tu seras mon arme secrète, ma détectrice personnelle de vérité. Qu'en dis-tu? » Eva resta sans voix. Pouvoir se plonger dans cette bibliothèque, résoudre ses mystères, c'était la plus grande aventure qu'elle puisse imaginer. Ce n'était pas un cadeau d'argent vite dépensé, mais un cadeau de mission, de but. Elle regarda sa mère. Le visage d'Hélène était un mélange d'incrédulité et de joie naissante. Les rides d'inquiétude qui semblèrent gravées en permanence autour de ses yeux avaient disparu, remplacées par l'éclat de larmes de bonheur retenues. Elle hocha la tête vers Eva, une permission silencieuse, une compréhension partagée. Leur vie venait de changer à jamais. Eva se tourna de nouveau vers le cher. Elle ne sauta pas de joie, n'émit aucun cri d'enthousiasme. Elle se contenta de se tenir un peu plus droite, le visage empreint d'un sérieux solennel. Elle tendit la main, non pas comme une enfant, mais comme une partenaire égale, concluant un accord. « D'accord, » dit-elle d'une voix claire et assurée. « C'est un marché, mais j'ai une condition.
Amusé et intrigué, le Cher prit sa petite main dans la sienne. « Laquelle ?»« Je veux commencer, » dit Ava en jetant un coup d'œil vers la vitrine. « Par ce poignard. » Le sourire du Cher s'élargit, sincère et éclatant. Au cœur de sa bibliothèque silencieuse, entourée des fantômes de l'histoire, il avait perdu 250 millions d'euros et un mythe familial chéri. Mais il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait trouvé la vérité. Et elle lui était apparue sous la forme d'une fillette de 10 ans, aux cheveux blonds, vêtue d'une robe bleue délavée, et petite fille d'un héros. La véritable histoire, il le savait, ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de changements pour Ava et Hélène. Elles quittèrent leur petit appartement exigu, à la plomberie bruyante et à la vue sur un mur de briques. Leur nouveau foyer était un vaste appartement, baigné de lumière, situé à un étage inférieur de l'immeuble du Cher. Il avait des meubles confortables, une cuisine moderne et, surtout pour Ava, tout un mur de bibliothèque vide, n'attendant qu'à être rempli. Pour la première fois depuis des années, Hélène n'eut plus à courir vers un deuxième emploi de nettoyage tard le soir. Elle pouvait préparer le dîner pour Ava, l'aider dans ses devoirs et s'asseoir avec elle le soir pour discuter. L'anxiété constante qui l'accompagnait depuis si longtemps commença à s'estomper, remplacée par un calme sentiment de paix et de sécurité. Hélène entama son nouveau rôle de conservatrice avec une diligence et une passion qui la surprirent elle-même. Le Cher lui fournit toutes les ressources nécessaires, la mettant en relation avec des experts de musées et d'universités. Elle commença par le poignard, qu'elle fit envoyer à un spécialiste de la métallurgie historique. Le rapport revint quelques semaines plus tard, confirmant l'étonnante intuition d'Ava. Une véritable lame damassée du XIIe siècle, montée avec art d'une garde de style ottoman du XVIe siècle. Un objet beau et précieux en soi, mais un mariage, exactement comme Ava l'avait dit. Ce fut la première découverte officielle de la collection, la première vérité arrachée au mensonge. Hélène découvrit que les compétences acquises comme femme de ménage, sens du détail, organisation méticuleuse, nature discrète et observatrice, s'adaptaient parfaitement au monde de la conservation. Elle catalogua chaque livre, chaque artefact, son écriture nette et précise remplissant les nouveaux registres. Elle n'était plus invisible. Elle était devenue une gardienne de l'histoire, partenaire de la nouvelle mission essentielle du Cher. Pendant ce temps, la vie d'Ava se transforma en une grande aventure. Après sa journée d'école, elle empruntait l'ascenseur privé jusqu'à la bibliothèque, qu'elle appelait désormais la voûte de vérité. Le Cher avait prévu pour elle des tuteurs, une femme âgée et douce qui lui enseignait le latin et le grec ancien, et un jeune doctorant enthousiaste qui lui montrait comment utiliser la datation au carbone et la fluorescence X pour analyser les artefacts. Mais son plus grand professeur restait Chic-Tar lui-même. Il la rejoignait à la bibliothèque en fin d'après-midi. Ensemble, ils se penchaient sur de vieilles cartes et des manuscrits poussiéreux. Il la traitait non comme une enfant, mais comme une collègue, l'écoutant attentivement lorsqu'elle signalait des incohérences sur une carte du 19e siècle de la péninsule arabique ou qu'elle s'interrogeait sur la provenance d'une pièce romaine. Ava était infatigable, sa curiosité une lumière ardente qui illuminait les recoins les plus obscurs de la collection. Elle découvrit plusieurs autres contrefaçons. Un vase chinois, soi-disant ancien, qui s'avéra être une reproduction habile du XXe siècle, et une série de lettres d'un célèbre explorateur démasquées grâce à la signature chimique moderne du filigrane du papier. À chaque découverte, le lien entre le vieil homme et la jeune fille se renforçait. Il trouva en elle une joie et une honnêteté qui manquaient à sa vie, loin des courtisans et des hommes d'affaires qui l'entouraient d'ordinaire. Elle trouva en lui un mentor qui valorisait son esprit et nourrissait son don unique. Il
lui racontait des histoires de son enfance dans le désert, des étoiles si brillantes qu'elles semblaient des diamants renversés sur du velours noir. Elle lui racontait les récits du journal de son arrière-grand-père, d'un jeune soldat découvrant l'Europe pour la première fois. Ils formaient un duo improbable, le milliardaire Cher et la fille de la femme de ménage. Unis par leur amour commun du passé et une dévotion farouche à la vérité. Le monde extérieur à la voûte de vérité, cependant, n'était pas aussi calme. L'histoire de la chute spectaculaire d'Alistair Finch devint légendaire dans le monde de la finance. Privé de sa crédibilité et assailli de procès intentés par le Cher et les autres investisseurs qui l'avaient dupé, son empire s'effondra. L'enquête révéla une série de fraudes sophistiquées, remontant à des années. Il avait utilisé son charme et sa réputation pour vendre de fausses pièces à de riches collectionneurs. L'acte de propriété n'était que sa tentative la plus audacieuse. Les journaux le dépeignirent comme un maître escroc, un loup en costume sur mesure. Mais pour le Cher, la victoire avait un goût amer. Il n'avait pas seulement été trompé, il avait accepté de l'être, aveuglé par sa propre vanité et son désir de retrouver un fragment d'un glorieux passé. Eva ne lui avait pas seulement sauvé son argent, elle l'avait sauvé de lui-même. Quelques mois après l'incident du Penthouse, le Cher organisa une petite réception privée dans la bibliothèque. Il n'invita ni hommes d'affaires ni politiciens. Il convia des universitaires, des directeurs de musées et quelques collectionneurs d'art honnêtes. Hélène se tenait à ses côtés, non plus comme employée, mais comme une collègue respectée. Eva était là aussi, dans une nouvelle robe bleue, paraissant bien plus à l'aise dans la grande bibliothèque que dans le Penthouse aseptisé. Le Cher se tint devant ses invités et annonça officiellement la création de la fondation Sergent Michel Peterson pour l'intégrité historique. Trop longtemps, nous avons permis que l'histoire devienne une marchandise, dit-il, sa voix vibrante de passion, achetée et vendue par des hommes qui privilégient le profit à la vérité. Nous célébrons les histoires qui nous flattent et ignorons les faits qui nous dérangent. Mais l'histoire n'est pas un conte, c'est une science. C'est une discipline, et sa base doit être la vérité. Il parla du sergent Peterson, un homme qu'il n'avait jamais rencontré, mais dont l'héritage façonnait désormais le sien. Il parla des héros discrets, des érudits et des conservateurs qui faisaient le travail patient de révéler le passé, non pour la gloire ou la fortune, mais parce qu'ils croyaient que cela comptait. Puis, il présenta la première boursière de la fondation, son étoile directrice. Il appela Ava à ses côtés. Elle se tint devant le petit groupe, non intimidée, mais emplie d'une tranquille confiance. Elle leva le journal de son arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père m'a appris que chaque objet raconte une histoire, dit-elle d'une voix jeune, claire et assurée. Mais certaines histoires sont des mensonges. Il disait, notre tâche est d'écouter avec assez d'attention pour savoir faire la différence. En regardant les visages des invités, elle ne vit ni jugement, ni condescendance, mais du respect. Elle n'était plus la fillette invisible dans un coin. Elle avait une voix et on l'écoutait enfin. L'histoire s'arrête ici, mais elle commence aussi ici. Elle commence dans une bibliothèque silencieuse, où un vieil homme et une jeune fille ont appris ensemble à lire le passé. Elle commence avec une mère qui découvre une nouvelle vie, un nouveau but. Ses mains préservent désormais l'histoire, au lieu de simplement la nettoyer. C'est une histoire sur les mensonges que nous nous racontons et sur les vérités qui nous libèrent. Vous aussi, vous avez connu cela, n'est-ce pas? Vous vous êtes senti minuscule dans une grande pièce. Vous avez eu une vérité brûlante en vous, une connaissance dont vous saviez qu'elle était juste alors que le monde autour de vous affirmait le contraire. Vous avez vu des gens accorder plus de valeur à des mensonges brillants et coûteux qu'à des faits simples et dépouillés. Vous avez ressenti la frustration de ne pas être entendu,
d'être jugé non pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous semblez être. L'histoire d'Eva rappelle que la voix la plus puissante n'a pas besoin d'être la plus forte. Elle doit seulement être la plus vraie. Elle parle du courage de dire cette vérité, même quand la voix tremble, même quand on affronte des géants. C'est une histoire qui prouve que l'intégrité n'est pas une question d'âge, de richesse ou de statut. C'est un choix. C'est une forteresse. Et ces murs ne peuvent jamais être franchis par les murmures des hommes mesquins, ni par la grande supercherie d'une escroquerie à 1/4 de milliard d'euros. Vous n'aviez pas tort de croire en ce que vous saviez. La vérité a toujours été là. Il fallait seulement attendre que le monde devienne assez silencieux pour l'entendre. Et c'est ici que nous conclurons ce récit, pour l'instant. Chaque fois que je partage une histoire comme celle-ci, j'espère qu'elle vous permet de sortir du quotidien et de dériver un moment. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant. Peut-être en vous relaxant après le travail, lors d'un trajet de nuit, ou simplement en vous détendant. Laissez un mot en commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nos chemins se croisent à nouveau, un j'aime et un abonnement font une grande différence. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.